Bonjour à tous, merci d'être présents en fait pour cette conférence sur l'accessibilité. Donc c'est Ali pour les nuls. Vous allez voir, on ne va pas pousser des concepts très compliqués. Avant même de commencer cette conférence, j'aimerais déjà savoir qui a déjà travaillé sur un projet font où l'accessibilité était vraiment important. Ok, quand même, déjà, c'était pas mal de monde, cool. Alors, je vais me présenter, je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans, ça fait 3 ans que je suis développeuse front. J'ai beaucoup travaillé en ESN et j'ai eu l'opportunité en fait de pas mal explorer les frameworks front. J'ai fait du Svelte, du React, du Preact, du Vue2, du Vue3, bref. C'était chouette. Bon, j'aime vraiment, ma préférence se porte sur React. Et puis, je fais un tout petit peu de back parce que je fais du BFF, mais voilà, c'est tout. Et j'aime bien la programmation fonctionnelle. Enfin, j'ai essayé d'en faire, mais je débute encore parce que voilà, c'est encore neuf pour moi. Et le petit truc rigolo, c'est qu'en fait, jusqu'à il y a 3 ans, j'étais libraire en bande dessinée. Voilà. Donc, ce qui m'amène à vous faire ce petit disclaimer. En fait, moi, j'aime beaucoup la BD et je me suis dit que ça pouvait être sympa d'intégrer un petit personnage en fait de comics que vous connaissez probablement. Et les dessins que j'ai faits, en fait, s'ils vous disent quelque chose, c'est qu'ils sont très fortement inspirés en fait des studios Klaus. Donc voilà, si vous dites mais en fait je l'ai déjà vu quelque part, c'est normal. J'ai pris le travail de quelqu'un d'autre et je me suis inspirée pour illustrer cette présentation. Alors aujourd'hui, voilà le programme qu'on va voir. Donc on va voir l'accessibilité, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi. Ensuite, on va dépiler ça sous forme de construction en fait d'un projet front, comment on le fait. Donc on va voir le design, ensuite l'HTML, le CSS, le JavaScript, et puis on terminera par un petit cas d'école sur d'un élément que j'avais dû faire, un drop-down custom que j'avais dû faire pour un client pour vous montrer en fait dans l'ensemble à quoi on peut arriver si on fait un projet vraiment full accessibilité. Alors, Ali, accessibilité, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Donc en fait déjà, Ali, c'est juste accessibility et c'est comme vous connaissez 18N et compagnie, c'est qu'on a 11 lettres entre A et Y et ça donne Ali. Je vais vous faire un petit tour en fait déjà du handicap en France. Donc le handicap, ça touche 24% de la population des actifs, donc 15-64 ans. 24, c'est quand même un quart, c'est assez énorme, je trouve. On a les principaux handicaps, donc que ce soit visuel, moteur, physique ou de la surdité. On se rend compte que les femmes sont plus touchées que les hommes par rapport au handicap et qu'en plus, il y a le plurihandicap auquel on ne pense pas forcément, qui est le cumul de plusieurs handicaps. Donc un seul handicap, ça correspond à 20% de la population des personnes handicapées, mais en fait, dans le handicap, c'est quand même 17% et c'est pas négligeable. Et plus on cumule les handicaps, moins il y a de personnes, mais il faut aussi y penser. Et moi, une statistique qui m'a vraiment intéressée, c'est que 80% des handicaps, en fait, sont invisibles, donc on les voit pas. Et ça, je trouve que c'est une donnée qui est hyper intéressante parce que, en fait, beaucoup de gens sont en fait concernés et on ne le sait peut-être pas forcément. Les différents types de handicaps qu'on peut trouver. Donc, on va avoir tout ce qui est déficience cognitive. Donc, cognitive, on va penser évidemment à maladies mentales, mais en fait, il y a aussi les personnes vieillissantes qui ont plus de mal à réfléchir ou à se souvenir en fait de choses, et aussi tout ce qui est difficulté d'apprentissage. Donc, dyslexie, ça fait aussi partie des déficiences cognitives et neurologiques. Tout ce qui est déficience visuelle, ça va être personne aveugle ou avec une faible acuité visuelle, ou aussi toutes les formes de daltonisme. Pour ce qui est de l'audition, c'est les personnes qui sont sourdes ou malentendantes, et aussi toutes les personnes qui sont sujettes aux acouphènes ou ce genre de problèmes. Et tout ce qui est physique, en fait, c'est évidemment l'incapacité de se mouvoir, ou en tout cas d'être très limité dans ses mouvements. Et ça peut être une mobilité qui est affectée soit au niveau purement physique ou aussi neurologique, et puis lié à l'âge, évidemment. Quand tu vieillis, on est un peu moins mobile. Alors on pense toujours handicap, voilà, soit de naissance, soit lié à un accident, mais en fait il y a aussi toutes les situations de handicap ponctuel. Donc c'est quoi le handicap ponctuel? Déjà les personnes âgées, parce que les capacités changent en fait avec le vieillissement.
Donc en fait, on va tous un jour se retrouver dans une situation de handicap ponctuel, je vous préviens. Il y a aussi tout ce qui est handicap temporaire. Donc ça va être, vous vous êtes cassé un bras, vous perdez vos lunettes, ce genre de choses. Moi, typiquement, je suis myope comme une taupe, j'ai plus mes lunettes, j'ai pas le droit de conduire. Enfin voilà, donc c'est vraiment pas top. Les situations de limitation, donc ça c'est vous regardez votre écran en plein soleil alors qu'en plus vous avez la luminosité qui est au minimum, vous voyez rien, les contrastes sont pas forcément très bons. Vous êtes à la bibliothèque, vous avez envie de regarder une vidéo, sauf que en bibliothèque vous allez avoir la bibliothécaire, donc pas de son. Comment vous faites dans ces cas-là pour regarder une vidéo? Et puis aussi maintenant c'est l'arrivée justement des smartwatches où vous avez vraiment des tout petits écrans ou des nouveaux écrans qui se plient dans tous les sens. Enfin voilà. Donc ça aussi, c'est des mobiles qu'on prend peut-être pas toujours forcément en compte dans le développement. Et je pense que essayer de regarder une page internet sur un écran qui fait 5 cm sur 5 cm, ça doit vraiment pas être super fun. Et puis aussi, on en parle de la connexion Internet parce que même si on a fait beaucoup d'efforts en France pour intégrer la fibre partout, il y a encore des coins où il n'y a juste pas Internet, ou en tout cas, c'est pas terrible. Et donc ça fait aussi partie des personnes en situation de handicap parce que quand vous êtes en bout de ligne, que vous avez 0,3 mégas et que vous avez une grosse page web avec plein d'animations affichées, et vous avez l'impression de revivre 1998 et c'est beaucoup moins rigolo. Alors, comment faciliter l'accessibilité en fait à toute cette typologie de personnes? Donc, on a plusieurs possibilités évidemment. Donc, déjà diffuser du contenu sous différentes manières. Typiquement, là, l'exemple de vous pouvez pas regarder une vidéo en bibliothèque, ça va être de pouvoir proposer des sous-titres. Quand c'est des podcasts, de pouvoir en fait retranscrire le podcast ensuite en dessous en fait pour pouvoir permettre aux personnes justement qui ont soit des difficultés auditives ou visuelles de pouvoir accéder au contenu. Que ce soit toujours écrit dans un langage clair et simple, facile à comprendre, histoire de ne pas perdre en fait les personnes qui auraient potentiellement des difficultés de compréhension, les personnes dyslexiques qui ont déjà du mal à lire facilement. Toujours proposer une mise en page et une navigation cohérente. Enfin, on est habitué à naviguer sur le web, on évite de mettre la navigation tout en bas ou sur la droite, ou ce genre de choses. Bref, on essaie de garder les choses cohérentes. Les éléments familiers, les liens qui sont bleus, surlignés, genre de choses, les boutons qui ressemblent à des boutons, même s'ils ne sont pas très beaux, mais on sait à quoi ils servent. Un des exemples qui est intéressant aussi, c'est de diviser les processus en étapes logiques. Là, je vais vous donner l'exemple du formulaire. Je pense qu'on a tous eu le droit un jour à remplir un formulaire pour, je sais pas, vous voulez avoir un devis pour une assurance ou quoi que ce soit, et là, vous voyez les 20 inputs à remplir, et là vous vous dites en fait non, j'ai la flemme, c'est vraiment trop pénible et ça va être chiant en plus, que si on vous le propose sous un formulaire en étapes, où en fait vous avez 5 champs à remplir en 4 étapes, ce qui est bien c'est que vous êtes moins découragé, déjà parce qu'on a l'impression que ça va plus vite, vous avez une part de progression en plus qui vous indique où est-ce que vous en êtes dans votre processus, en plus vous pouvez enregistrer si en fait vous dites ah mince il faut que j'aille chercher genre ma carte vitale, le numéro parce que vous ne connaissez pas par cœur, voilà, vous pouvez revenir dessus, c'est quand même beaucoup plus simple. Et ça fait que la charge mentale, elle est beaucoup moins élevée quand il faut remplir ce formulaire que quand vous avez la totalité du truc à faire. Et ça, en fait, pour les personnes qui ont des difficultés cognitives, c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique pour eux parce que c'est beaucoup moins fatigant de se dire « Oh, ça va être très compliqué à remplir ». On a aussi le fait de proposer le dark mode. Je crois que ça, c'est un truc qui devient de plus en plus demandé, en tout cas sur les projets front, de pouvoir avoir cette possibilité de changer votre application soit en mode sombre, soit en mode clair, avec potentiellement des contrastes plus ou moins élevés. Donc ça, c'est super top pour les difficultés visuelles. Et puis, pour toujours proposer des moyens d'interaction en fait avec votre site qui soient le clavier et la souris. Et là, on est vraiment pour les personnes qui sont en difficulté mobile. Tout le monde n'utilise pas de souris et ça, il faut le garder en tête. Au niveau légal, où est-ce qu'on en est ? Alors en fait, la WAI, c'est la Web Accessibility Initiative. C'est l'autorité aux États-Unis qui est en charge de rédiger les normes et les bonnes pratiques sur l'accessibilité sur le web. Et en fait, ces bonnes pratiques, ces guidelines, ce sont les WCAG, les Web Content Accessibility Guidelines. Ça, ce sont les recommandations vraiment qu'il faut suivre si vous voulez rendre votre site plus accessible. Et nous, Français, on aime bien avoir notre version. Donc, en fait, on a fait le référentiel général d'accessibilité qui est la RGAA. Et ça, en fait, c'est notre version française des WCAG. Donc, c'est vraiment une version adaptée à nos besoins en Europe et en tout cas en France sur l'accessibilité.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que les WCAG, c'est 14 directives. Je ne vais pas toutes vous les faire parce qu'en fait, on les a déjà un peu vues sur le fait de fournir des alternatives équivalentes sur les contenus, proposer des contrastes de couleurs qui permettent à tout le monde de pouvoir lire le contenu, de faire utiliser une bonne sémantique HTML, tout ça. Vous pouvez les retrouver en fait sur le site de la W3C. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a 3 normes de conformité en fait pour répondre à ces guidelines qui sont catégorisées en 3. Donc A, c'est vraiment le minimum syndical que vous pouvez faire pour rendre votre site accessible, les 2A et les 3A. Principalement, les entreprises sont sur du 2A parce que le 3A, c'est vraiment hyper contraignant. Si vous voulez respecter, vous avez vraiment beaucoup de travail à faire et c'est pas toujours évident. Un 2A suffit amplement pour vraiment proposer une interaction sympathique pour tout le monde. Et en termes d'obligations, parce que en fait, il y a certaines entreprises qui sont quand même obligées d'être aux normes, de respecter ces normes. Donc ça va être tous les organismes publics, les organismes privés qui fournissent en fait un service public ou d'intérêt général et toutes les entreprises privées qui font un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont encore exempts justement de cette obligation. Ce sont tous les fournisseurs de services de médias audiovisuels et les organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent pas de services publics ou de services à destination des personnes handicapées spécifiquement. Donc là, maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en tant que dev front, de comment en fait on met l'accessibilité dans un projet, comment le faire. Et en fait, le point de départ, c'est le design. On ne peut pas s'en abstraire. Donc, quelques bonnes pratiques dans le design. Mettre des typographies lisibles. Je sais qu'en ce moment, pas mal on voit sur les designs web et tout, il y a beaucoup de typos manuscrits et c'est très sympa, c'est très beau. C'est plus pratique pour du print que quand même sur du front, sur du web. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des typos en fait qui sont plus adaptés pour les personnes dyslexiques, notamment. Alors là, vous allez rire, mais Comics sans MS, ouais, je sais qu'on s'en est bien moqué de cette typo. En fait, elle est très bien pour les personnes qui sont dyslexiques, elle est facile à lire. Et vous avez aussi Open Dyslexic et Read Regular qui sont des typos qui ont été créés spécifiquement en fait pour ces personnes et que vous pouvez toujours mettre en fait soit en proposition avec un switch sur votre site pour qu'elles puissent justement pouvoir lire plus facilement votre contenu. On a aussi tout ce qui va être la mise en avant des éléments importants, donc toujours suivre en fait cet ordre logique que vous avez d'abord un titre, un sous-titre, un paragraphe, ce genre de choses, on ne mélange pas tout, voilà, c'est quand même plus sympa. De ne pas mettre trop d'animations sur les sites, je pense que vous y avez tous eu le droit, vous savez, les sites où quand vous entrez, on a des pop-up, les animations, les pubs, là, il y en a partout, et en fait au final on ne sait plus trop est-ce qu'il faut lire, surtout quand vous avez le bouton que vous dites cliquez dessus, sauf qu'en fait c'est une pub, bref. Voilà, donc éviter ce genre de choses aussi, c'est pas toujours terrible. Et puis pas toujours proposer en fait un parcours UX clair et concis. Ne pas en fait faire voyager votre utilisateur s'il a envie de créer un formulaire, il clique sur le bouton créer, il arrive sur le formulaire parce qu'il veut créer un compte sur votre site. Ça suffit, ne pas essayer de l'embarquer sur 2 ou 3 écrans parce qu'en fait vous le faites découvrir plein de choses et en fait au final il sait plus où est-ce qu'il en est et ça c'est pas forcément une très bonne idée. Les contrastes de couleurs. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un rapport de contraste ou un ratio de contraste? C'est la mesure qui représente l'écart maximal de luminosité entre 2 couleurs. En quoi c'est important les contrastes de couleurs? Donc là, je vous ai fait un exemple où on a à gauche, donc cette partie-là, c'est quand on n'a pas du tout de soucis, c'est normalement une partie de la population. Où en haut, vous avez un background qui est cette magnifique couleur orange. Et à côté, je vous ai mis en fait les ratios que représente cette couleur orange avec le blanc. Donc on a 2,38, c'est franchement pas terrible. Et sur chaque partie qui sont ici, en fait, c'est différents types de daltonisme. Donc on se rend compte que du blanc sur du gris, c'est quand même pas terrible. Enfin voilà, c'est pas top. En fait, après, je vous ai montré l'exemple avec une couleur qui valide la conformité AA et après la conformité 3A. Donc là, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que quand on est vraiment à 3A, c'est hyper lisible, quel que soit en fait le type de vision qu'on a, et c'est ça qui est important. Et puis en plus, quand vous avez besoin de vraiment avoir de bons contrastes, celle-ci, c'est vraiment le top. Mais déjà, avec un 2A, on sait qu'on propose quelque chose de confortable pour tout le monde. Et pour la RGAA, en fait, vous avez une échelle de ratio. L'échelle, c'est 3,1, c'est vraiment le minimum en fait que vous pouvez faire, donc qui correspond en fait au premier A. Et le plus élevé que vous pourrez proposer, c'est 7,1. Là, vous êtes sûr qu'au moins c'est accessible en termes de couleurs pour absolument tout le monde.
Un autre petit exemple pour le coup là, de structure de texte et de lien. Alors, je ne suis pas designer, donc c'est pas forcément très saillant, mais comme ça montre mon propos. Donc, c'est exactement le même texte dans les deux cas. C'est juste que vous avez un titre, un sous-titre et un paragraphe. Dans le premier cas, on respecte donc les contrastes de couleurs parce qu'on est sur des couleurs qui sont foncées. Et on a bien mis l'accent sur le titre qui est en gras, qui est grand, un sous-titre un peu plus marqué, et puis après vous avez votre paragraphe. Dans l'autre exemple, vous avez sur le titre une typo qui est complètement, alors c'est très joli, hein, c'est typo manuscrite, mais c'est complètement illisible, et en plus souvent c'est des typos qui sont plus petites en termes de hauteur, donc c'est beaucoup moins visible. On a mis l'accent sur le sous-titre, donc en fait, vous voyez, c'était franchement pas intéressant ce qu'il y avait de marqué, mais pourtant c'est le premier truc que vous allez voir sur votre page. Et puis l'utilisation des typos, des couleurs, des contrastes, c'est le genre de choses qu'il faudrait éviter. Et le deuxième exemple, c'est les liens. Donc là, je vous ai vraiment mis le lien HTML cru, sans rien du tout, mais en fait, on se rend compte qu'il est bien fait, il a été bien pensé. En fait, il est bleu, il est surligné. Quand vous passez au Hover dessus avec votre souris, vous avez une petite main qui apparaît pour vous dire en fait, vous pouvez cliquer dessus, il y a un truc qui se passe. Et en plus, quand vous l'avez visité, il a changé de couleur. Donc, vous avez donné de l'indication à l'utilisateur en disant vous avez cliqué dessus, en fait, déjà. Donc, si vous n'avez pas envie d'y retourner, voilà. Dans l'autre cas, j'ai vraiment repris, c'est exactement le même code que j'avais repris, c'est la même balise, j'ai juste rajouté du CSS. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, en fait, on a mis du style. Alors, ouais, il est peut-être plus joli. Par contre, on n'a plus vraiment d'indication sur le pointeur, il n'y a pas forcément de hover, ou est-ce que le contraste il est bon sur le hover, ce qui indique justement qu'il y a quelque chose à faire. Et en fait, là, vous ne savez pas si c'est au final un bouton ou si c'est juste un tag informatif parce que en fait, c'est un contenu, c'est pour décrire un contenu ou ce genre de choses. Donc ça, il faut le garder en tête parce que c'est quand même hyper important, on a des conventions, autant les respecter. Alors là, je vais vous demander qui sait ce que c'est le motion sickness? Oui, en fait, il y a des gens. C'est trop bien. Motion sickness. Alors, en fait, on en parle beaucoup dans le monde du jeu vidéo. C'est le fait d'être malade face aux animations, en fait, aux effets visuels, animations, le mouvement, tout ça. Il y a des gens qui sont fortement sensibles. Et ça fait partie des choses dont on parle dans l'univers du jeu vidéo et surtout avec l'arrivée de la réalité virtuelle parce que, on est dans un autre environnement et il y a des gens qui supportent vraiment pas ça. Et en fait, ça aussi, c'est sur le web, ça existe. Et ça va vous paraître peut-être très bête, mais juste de scroller sur des sites où il y a beaucoup d'animations, ça peut être vraiment une plaie, un enfer pour certaines personnes. Et donc, en fait, pour ça, je vais vous montrer un exemple. Je ne sais pas si vous aviez vu le site de Vercel. Ils l'ont refait, et alors c'est très cool. Bon, là, avec le contraste, on ne voit peut-être pas forcément. Vous avez cette animation très cool, en fait, de galaxie. Vous avez les étoiles, et c'est beau, et c'est chouette. Par contre, en fait, plus on va scroller pour justement lire les informations, en fait, plus ça va avancer. Et là, vous avez vraiment l'effet, ouais, on y va, c'est Star Wars, c'est génial. Et je peux vous dire qu'en fait, ça c'est un enfer pour les personnes qui y sont sensibles, c'est bien. J'ai eu envie de vomir, c'était chouette, Vercel, merci. Voilà, donc exemple d'animation qui est un petit peu compliqué, c'est chouette, ça fait des effets waouh, mais en termes d'expérience utilisateur, c'est pas toujours chouette. Donc c'est pour ça les animations à effet waouh, il faut y réfléchir et dans ces cas-là proposer en fait des alternatives pour ces personnes qui sont sujettes à ce genre de problème. Et pour ça en fait, ce qui est super chouette, c'est que en CSS on a une propriété maintenant qui s'appelle Prefer Reduce Motion, qui est une propriété CSS qui va nous permettre justement de faire des animations dedans pour les personnes qui y sont sensibles. Et en l'occurrence, Vercel y a quand même pensé malgré tout parce que quand même ils ont fait du bon travail. Et en fait, si je vous le présente, maintenant avec la console de Chrome, c'est trop bien. Ils ont proposé, en fait, on peut faire des émulations de plein de problèmes en fait liés à l'accessibilité, donc que ce soit les couleurs et ce genre de choses. Et en fait, vous pouvez maintenant créer l'émulation. Alors attendez, il faut que je vous mette la bonne quand même. C'est vrai qu'on voit pas très bien ces petits. Hop, voilà. C'est celui-ci. Donc en fait, là, quand on va l'animer et que vous la mettez en route, et ce qui est cool, c'est que, alors ça ne se voit peut-être pas, mais ça s'arrête. Et en fait, le site redevient beau. Bon, ça c'est, je crois que je l'ai décoché. Mais en fait, vous avez vu ce que ça rend, c'est qu'en fait, ça permet justement de plus avoir cette animation qui est quand même pas super top en fait et hyper distractive.
Et ils y ont pensé, c'est-à-dire que vous pouvez l'arrêter et vous pouvez quand même avoir accès au contenu et c'est vachement plus agréable. Alors que moi, je suis pas forcément sujette au motion sickness, mais bon, voilà, il y a certains sites, c'est pas super chouette. Donc voilà. Et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les animations, c'est peut-être super chouette, mais au niveau numérique responsable, c'est pas toujours top parce que en fonction de votre téléphone, il va peut-être être un dernier modèle récent, mais ça peut vous donner cette sensation d'obsolescence en fait, pas programmée, mais obsolescence ressentie dans le sens où voilà, si ça rame un peu parce qu'en fait sur vos téléphones, je sais pas, ça met du temps à charger, votre 4G elle est pas hyper haute et dans ces cas-là ça met un peu de temps, vous allez avoir l'impression que en fait mon téléphone il est un peu pourri, je crois qu'il commence à vieillir, ça marche pas bien et tout, alors qu'en fait non, c'est peut-être pas ça le problème, c'est peut-être juste l'animation et voilà, ça fait aussi des choses à prendre en considération. La sémantique HTML, là aussi encore une petite question, est-ce que poche, vous savez ce que ça veut dire ou pas? Il y en a parmi vous qui savent ce que ça veut dire poche? Ok, d'accord. Alors, on ne parle pas de Victoria Beckham, désolé. C'est du plain old sémantique HTML. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va juste simplement d'utiliser HTML et d'utiliser les bonnes balises. Parce qu'en fait, on a de la chance, on en a 142 d'après MDN. Donc 142, j'ai envie de vous dire, ça fait une tripotée de balises qu'on peut utiliser. Et quand je vois les articles sur Internet qui disent « Vous avez besoin que de 10 balises pour votre site », je ne suis pas d'accord. Et en fait, ce qui est chouette, c'est que toutes ces balises, elles sont divisées en plein de sections. Donc, vous avez, que ce soit pour le texte, pour les images, pour faire des tableaux, pour faire des formulaires. Bref, on a vraiment un pléthore de dites, donc autant les utiliser. Et en plus, le mieux, c'est de respecter en fait cette hiérarchie logique qui va avec HTML. Donc, voilà, on met pas de H5 avant H1, ce genre de choses. C'est important en fait de la respecter, cette sémantique. Et puis en plus, de toujours accompagner votre input avec un label, parce que c'est ce qu'on est censé faire, c'est bien, ça donne de l'information en plus supplémentaire. Et puis remplir le alt des images. Alors oui, je fais juste une petite digression. Le alt des images, c'est bien de le remplir, c'est bien de pas juste le remplir avec logo partout, parce que voilà, c'est franchement pas terrible. Et ça, je pense qu'on a tous eu des projets où ça arrive. Et il y a aussi quand même des cas où, des fois, le alt, il faut juste pas le remplir, parce qu'il n'y a pas de nécessité. Dans ces cas-là, il faut juste mettre une chaîne vide. Il y a plein d'articles, en fait, sur le sujet, donc je vous invite à les regarder si ça vous intéresse de comment rédiger des bons alt dans des images. C'est hyper intéressant et en fait, c'est hyper important pour les lecteurs d'écran. Donc là, je vous ai fait une petite présentation de code, en fait, d'un truc c'est une proposition de faites pas et faites, c'est bien. Donc en fait, là, vous avez envie d'ajouter une définition sur votre page, je sais pas, un peu comme à la Wikipédia, vous avez votre titre et puis le reste en italique, ce genre de choses. Un truc qu'on va voir, c'est je vais mettre une div, et puis en fait, je vais mettre une div parce que je sais pas trop s'il faut que je mette un H2, un H3, donc allez hop, on va mettre ça, et puis ma définition, je vais la mettre dans un P. Ça marche, je vais faire du flexbox, tout ça, ça va bien s'aligner, et hop, c'est parti. En effet, ça marche. Mais en fait, sinon, vous pouvez utiliser le DL DTDT. En fait, c'est spécifiquement fait pour ça. En fait, le DL, c'est une balise qui représente une liste de descriptions. Et donc, elle englobe une groupe de listes. Et donc, dedans, après, vous avez votre DT qui est le terme et le DD qui est la description, en fait. Et ça fait exactement le même job. Et en plus, vous avez déjà le style qui est déjà fait. Donc, ça s'aligne bien comme il faut. Vous n'avez pas besoin de vous enquiquiner avec du CSS. C'est vraiment formidable. Et en plus, vous avez de la sémantique. Génial. Et les avantages, en fait, d'une bonne sémantique, parce que là, vous me dites, ouais, c'est bien, super, des balises HTML, ouais, ok, je vais moins mettre de div. Alors déjà, je veux dire, ça prend pas plus de temps à développer. Je m'explique. Si vous êtes sur un début de projet et que le client vous dit, oui, en fait, on voudrait que ce soit accessible et tout, très sincèrement, entre écrire section ou div, ça prendra franchement pas plus de temps. Après, si vous êtes sur un bon gros projet legacy qui a 6 ans et que le client vous dit, en fait, on va mettre de l'accessibilité, là, je dis pas, il y aura du taf et vous allez peut-être pas trop rigoler. Mais, en tout cas, ça prend pas plus de temps de choisir une balise plutôt qu'une autre. On a plus de fonctionnalités et ça, franchement, c'est vraiment super cool parce que vous avez toutes les fonctionnalités déjà d'accessibilité clavier et souris qui sont intégrées avec les balises de base et c'est vraiment une plaie à rajouter en JS. Donc, autant en profiter, elles sont déjà là et en plus, ils ont les bons comportements sur comment ils doivent se mettre dans une page, donc ça, c'est top.
Une bonne sémantique, et pour les versions mobiles, en fait, c'est plus simple à développer dans le sens où quand vous avez un code qui a vraiment une hiérarchie et que quand vous lisez vos balises HTML, vous savez ce que ça fait, c'est aussi plus simple à rendre responsive. Parce que quand vous avez juste des div p, div a, ok, et quand vous avez genre peut-être un ul, li, là vous savez, en fait, ça c'est une liste, ok, d'accord, là c'est suivi d'un paragraphe, il y a un titre. C'est vachement plus simple quand vous dites « Ah ouais, il va falloir rendre responsive comme on veut », c'est déjà plus lisible et puis c'est plus simple en fait après à maintenir. Et puis c'est top aussi pour les moteurs de recherche, hein, ça, on le sait, pour le référencement et les SEO, c'est quand même mieux parce qu'on sait bien qu'ils vont d'abord se baser sur les balises qui ont une sémantique plutôt que des balises avec des mots-clés qui ont été inclus dessus pour rajouter justement de la sémantique. Donc c'est vraiment tout bénéf juste d'utiliser HTML. Le CSS. Alors, il n'y a pas grand-chose en fait à vous raconter sur le CSS en dehors de comment cacher des éléments en CSS. Alors, je vous présente en fait, là, il y a Display None, Visibility Done. Je pense que vous les connaissez toutes parce que c'est franchement formidable. Quand on le met, bim, il n'y a plus rien. Ça marche, c'est génial, on ne voit plus rien. Le problème, c'est qu'en effet, on ne voit plus rien. Donc, les lecteurs d'écran non plus ne le voient plus. Et ça peut poser problème parce que quand il y a des gens qui ont besoin de savoir, en fait, d'interagir, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de contenu, quoi. Donc, ça fait rien. C'est pas terrible. Donc là, en fait, à l'heure actuelle, la solution qu'on a, c'est le positionnement absolu. Ça va être, en fait, de pouvoir créer une propriété CSS qui va être screen reader only, justement, pour indiquer que c'est que pour les lecteurs d'écran. Et la solution, c'est de mettre très, très loin dans votre page. Comme ça, on ne le voit pas, il est là quand même, et donc le lecteur d'écran, lui, il aura accès, il pourra dire ce qui a besoin d'être dit, mais pour les utilisateurs qui n'en ont pas besoin, ils ne le verront pas, et comme ça, tout le monde est content. Et les erreurs à ne pas commettre. Alors là, CSS, c'est vraiment cool. Enfin, franchement, vous pouvez faire tellement de trucs avec, moi je trouve ça formidable. Par contre, c'est bien de ne pas non plus trop tweaker en fait, l'aspect d'un élément. Parce que faire un bouton qui ressemble plus du tout à un bouton, c'est peut-être rigolo, techniquement ça peut être chouette, par contre pour l'utilisateur il va pas comprendre quoi. Enfin, ça c'était pas un bouton, mince j'ai cliqué sur... En fait je fais rien, je clique pas, enfin bref. Donc essayez de garder au moins un minimum l'aspect qu'a un élément, parce que je vous l'ai dit, ça fait plus de 20 ans qu'on se balade sur le web, on sait à quoi ressemblent les éléments, donc autant garder ces conventions, elles sont là, les gens y sont habitués. Et puis toujours pareil, implémenter un parcours trop complexe, ça fait partie aussi des choses à éviter. Et puis, si vous vous retrouvez dans cette situation où vous devez intégrer un élément et que vous comprenez soit pas en fait pourquoi ou comment, enfin voilà, vous vous dites c'est hyper compliqué, ça va être l'appeler en termes d'intégration CSS, tout ça. Si vous avez vraiment la possibilité d'aller voir le designer ou le client pour pouvoir discuter de moi en tant que dev, je suis désolée, je comprends pas en fait cette feature, pourquoi en fait on l'a fait comme ça, c'est top. Enfin franchement, c'est vraiment un bénéfice de ouf de pouvoir discuter en fait et de comprendre le besoin client, parce que moi je me suis déjà retrouvée avec des maquettes où je comprends pas en fait. Je vois pas en fait où est le bouton principal, il apparaît over, faut que ça marche sur tablette. Ok, je sais pas comment on va faire, mais il va falloir qu'on réfléchisse à une solution. Voilà, ce genre de choses, donc si c'est possible, on est dev front, on n'est pas designer, mais ça fait partie de notre boulot de pouvoir dire peut-être qu'on pourrait trouver quelque chose de mieux pour les personnes, c'est quand même plus simple. Et puis là, on va passer sur tout ce qui est ARIA et JavaScript. Donc, JavaScript, pourquoi JavaScript dans l'accessibilité ? Et en fait, JavaScript, ça va surtout nous permettre de pouvoir ajouter des comportements qui n'existent pas forcément justement sur des éléments, genre pouvoir ajouter l'accessibilité au clavier ou à la souris sur certains éléments qui n'ont pas forcément ces fonctionnalités déjà existantes. Donc ça va être très pratique. Donc là, je vais vous montrer un très bon exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est juste parce que c'était drôle, en fait, et de vous montrer, c'est rendre une div cliquable. Pourquoi on ferait ça ? Alors, il y a probablement des fois où on va être obligé. Si c'est juste pour faire un bouton, faites un bouton, vraiment. Donc là, en fait, cette div, pour la rendre cliquable, déjà, on va mettre un tab index. Le tab index, en fait, ça va pouvoir vous permettre d'avoir accès au clavier, en fait, à cet élément. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que justement, quand on appuie sur la touche et que la touche est entrée, ça va actionner en fait le on-click en fait en JavaScript. Et donc, vous avez rendu cette div cliquable. Hurrah!
vraiment, si c'était juste pour faire un bouton, faites un bouton. Hein. Déjà, vous n'avez pas tout le code à faire, et puis en fait, c'est plus simple, et puis vous avez moins de lignes de code en plus, donc c'est vraiment formidable. Voilà. Petite note sur le tab index. Le tab index, c'est vraiment très pratique parce que voilà, vous avez le focus avec il est tabulable avec un clavier. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent on met 0. Par contre, si vous mettez un tab index 1, tab index 2, tab index 3, il ne va pas être accessible comme vous le pensez. En fait, c'est par ordre de priorité. Donc, si vous êtes sur votre site, vous avez mis, voilà, celui-ci va être en tab index 0 et puis l'élément d'après 1. En fait, quand la personne va appuyer sur tab, ça va faire tab 0. Puis, en fait, ça va faire tab 0 sur tous les tabs 0 présents sur votre navigateur jusqu'à ce qu'elle se retrouve, en fait, dans l'URL du navigateur pour ensuite accéder au tab 1. Donc, ça, il faut le savoir aussi, c'est qu'il y a quand même un ordre. Donc voilà. Et le tab index -1 est aussi possible. Et ça permet de capturer, en fait, le focus, mais version JavaScript, parce que par contre, il n'est plus accessible au clavier. Voilà. C'était juste des petites propriétés pour vous présenter. C'est très pratique, mais voilà, ça peut être utile. Les cas d'utilisation au JS, ça peut être intéressant. Pour la validation des clients des formulaires. Alors, pour les formulaires, on a déjà tout ce qui est validation purement HTML, hein, avec des required, mettre des min, des max, quand c'est des input type number, ce genre de choses. Donc, ça, autant se baser dessus. Hein. La validation avec HTML, elle marche hyper bien et le travail est déjà fait pour nous. Par contre, quand vous vous êtes retrouvé peut-être à faire un input avec un password, enfin un mot de passe, et que vous avez justement ces règles il faut 3 caractères spéciaux, 2 majuscules, un chiffre, et puis, je sais pas moi, un dièse au milieu de tout ça, on va se retrouver en fait à faire des regex en fait, pour pouvoir valider ça. Et là, c'est là où JavaScript est intéressant, c'est qu'au lieu d'attendre, quand la personne a rempli, d'avoir la validation côté serveur que ouais, ok, d'accord, son mot de passe il est accepté, ça marche, ça correspond bien, on peut directement en fait lui donner l'information parce que avec JavaScript, on a fait la validation côté front et on peut lui dire « Ah non, en fait, Coco, ça va pas, il faut que tu rajoutes une lettre supplémentaire. » Voilà. Ça nous permet aussi de fournir des commandes personnalisées, typiquement pour les vidéos. En fait, ce qui est assez rigolo, moi je ne savais pas, la balise vidéo, en fait, sur les commandes ne sont pas forcément accessibles au clavier par tous les navigateurs. Et moi, j'étais pas au courant. Donc, en fait, ça, c'est plutôt intéressant de pouvoir dire, avec JavaScript, je vais pouvoir rajouter en fait, cette accessibilité clavier. Et puis, tous les événements qui sont liés à la souris, je vous en ai parlé plus tôt, y a des gens qui n'utilisent pas de souris, sauf que tous les events en fait, qui vont arriver avec, voilà, j'ai double-cliqué ou j'ai survolé avec ma souris, ce genre de choses, et JavaScript va nous permettre de pouvoir l'implémenter justement avec le clavier. Donc ça, c'est très pratique. Et donc là, les ARIA. Les ARIA, qu'est-ce que c'est les ARIA? Est-ce que vous savez ce que c'est ou pas? Oui, non, oui. Ok, cool. Les ARIA, en fait, c'est Accessible Rich Internet Application. C'est ce qui va nous permettre de donner plus d'informations en fait sur un élément, et notamment un élément qui n'aurait pas de sémantique particulière. En fait, ARIA va nous permettre justement de rajouter en fait des infos et de pouvoir justement compléter l'expérience utilisateur pour toutes les personnes qui utilisent les lecteurs d'écran, parce qu'on va pouvoir indiquer justement si, on va le voir juste après, mais voilà, ça donne plus d'infos pour les personnes en difficulté, et donc ça permet aussi une expérience homogène pour tous. Donc en fait, ARIA, c'est divisé en 3 parties. Vous avez les rôles. Donc là, c'est vraiment, vous allez donner un rôle sémantique à quelque chose. Et ça va justement permettre de pouvoir donner de l'information supplémentaire. Donc là, pareil, je vous ai encore fait un exemple. Donc ce qu'il ne faut pas faire, un div avec pp et vous avez juste mis ça, voilà, on ne sait pas ce que c'est. Après, vous avez l'exemple où vous avez mis des rôles ARIA, justement, pour se dire, on a quand même envie d'être un peu accessible. Donc là, la div, elle a un rôle liste. Et les paragraphes ont un rôle list item. Donc là, en fait, on comprend que ce qu'on a voulu afficher, c'est une liste avec des items. Et puis, en fait, sinon, si vous n'avez pas trop envie de vous embêter, vous pouvez mettre un ULLI parce qu'ils ont déjà ces rôles-là d'intégrer de base. Voilà. Donc les rôles, ça sert à ça. Les propriétés. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est les caractéristiques d'un élément. Donc en fait, ça va justement être de pouvoir donner à l'utilisateur l'info de si c'est déplaçable avec une souris, s'il y a une pop-up, ce genre de choses. Donc en fait, ça permet d'ajouter de l'information pour les technologies d'assistance. En fait, comme ça, en fait, quand le lecteur d'écran va pouvoir lire justement cet élément-là, il va pouvoir donner de l'information à l'utilisateur pour
comment il va pouvoir interagir avec. Donc voilà, ça c'est super pratique. Et donc là, je vous en ai mis quelques-uns, le ARIA hidden, s'il y a une pop-up, s'il y a une valeur maximale à remplir, si c'est required, ce genre de choses. Oups, pardon, je suis passée trop vite. Et les états. Donc ça, en fait, les états, c'est juste de dire à l'instant T dans quel état est votre élément. Donc là, je vous ai montré avec les petits checkbox. Le ARIA check, ça va pouvoir être justement d'indiquer si il n'a pas été coché, il a été coché. Si, par exemple, votre élément il est disabled, donc en fait, il est bien présent mais inaccessible. Ou le ARIA expanded, ça c'est vraiment pour tout ce qui va être drop-down, select et compagnie, ça va être justement d'indiquer que là, il est expanded, il est ouvert ou il ne l'est pas. Donc là, c'est pareil, c'est toujours pour rajouter de l'information en fait pour toutes les personnes qui sont avec des lecteurs d'écran et de savoir en fait s'ils peuvent interagir, si ça a été ouvert ou pas, voilà, ce genre de choses. Donc c'est vraiment très cool pour donner plus d'infos. Donc maintenant, on va passer sur le cas du drop-down custom. Donc ça, c'est un vrai projet que je vais vous montrer. Je vais vous montrer comme ça, vous allez voir ce que je vais vous parler. Voilà, c'est le drop-down que j'ai dû créer pour un client. C'est un vrai projet qui est parti en prod, c'était pas juste pour m'amuser. Alors, le deal de ce drop-down. En fait, vous avez donc 5 colonnes. Ces 5 colonnes ne sont pas fixes. Il fallait que ce soit justement qu'il ait cette capacité de s'agrandir ou de se réduire en fonction du nombre d'éléments. Donc une colonne, ça prend normalement 10 éléments. Et si vous en avez 15, vous avez une deuxième colonne, et hop, ça va jusqu'à 50. Et quand vous avez plus de 50 éléments, vous avez le scroll qui s'active, et comme ça, vous pouvez scroller à l'intérieur. Donc ça, c'était le premier truc. Donc d'avoir quand même ce côté très réactif il faut que ça puisse justement grandir, diminuer comme vous voulez. Ensuite, il fallait que ce soit accessible à la souris, évidemment, et accessible au clavier aussi. Donc là, il y avait toute la partie clavier en fait à réimplémenter. Et puis il y avait aussi cette notion de dans l'écran sur lequel il fallait que ce soit utilisé, il y en avait plusieurs. Donc quand vous faites un tab, vous pouvez switcher directement sur l'autre, pouvoir faire entrer, ouvrir, sélectionner avec vos flèches, enregistrer, passer à l'élément suivant. Voilà. Donc ça, c'était un peu toute la problématique qu'il y avait sur ce projet. Donc là, je vais vous montrer un petit peu de code en fait pour vous montrer en fait ce que ça implique de devoir faire un élément full custom, parce que en fait la problématique c'était vraiment que moi j'avais dit pourquoi on n'utilise pas juste un select option, le truc normal, et j'ai eu le droit parce que c'est moche. Ouais, je sais, en plus pour le customiser c'est une plaie, on le sait, le select c'est vraiment une des balises qui est pas évidente à rendre jolie, et que l'intégration pure HTML elle est pas folle, on est d'accord. Donc ça c'était l'une des raisons. Et donc en termes de code, ça donne quoi? Là, je vous montre, c'est justement intégrer toute la navigation clavier. Alors le code, c'était un projet en React avec du TypeScript. Donc là, je vous ai mis juste le début en fait du code où c'était prendre un event au clavier, savoir quelle touche c'était, sur quelle touche il avait appuyé, pour ensuite faire en sorte que on ait bien le focus, pour évidemment que le focus se décale dans le tableau pour être sûr qu'il ait bien cet élément visuel de savoir où est-ce qu'il est, en plus d'avoir le côté over et le bouton qui devient vert quand il a été sélectionné. Donc voilà, c'était pour chaque touche, j'ai dû faire tout ça, réfléchir à si c'est une touche tab, ça veut dire qu'il sort, s'il y a le échappe, ça va fermer la drop-down, enfin voilà, ce genre de choses qu'il fallait implémenter. Ensuite, il y avait, et ça c'était le truc auquel moi je n'avais pas pensé, et là c'est vraiment l'erreur de débutant, j'avais un peu plus de 2 ans d'XP quand je me suis retrouvée à faire ça, son positionnement dans le navigateur. Parce que je sais pas si, moi clairement je n'y avais pas pensé, je me dis vas-y je vais faire un drop-down, c'est bon, ça marche, et l'accessibilité clavier. Et là on m'a dit, et si ton élément il est tout en bas à droite, il se passe quoi? Quand ça s'ouvre, ça pète toute votre page, parce que là vous avez le scroll qui part comme ça, enfin bref c'est la catastrophe, tout est pété, c'est moche. Et là, je me dis, j'y avais pas pensé. Donc, en fait, ce petit bout de code-là, c'est justement pour calculer, en fait, sa position dans le navigateur, de savoir est-ce qu'il est plus à gauche, est-ce qu'il est plus à droite, plus en haut, plus en bas, et en fait, à partir de ça, de pouvoir indiquer à mon élément, en fait, alors, si tu te retrouves plutôt à droite de l'écran, ça veut dire qu'au lieu de t'ouvrir de la droite vers la gauche, il faudra que tu trouves de la gauche vers la droite, et que si tu es tout en bas, il faudra plutôt que tu t'ouvres du bas vers le haut, et non pas du haut vers le bas. Voilà. Et ça, moi, j'y avais pas du tout pensé. Et c'est déjà intégré, en fait, dans le Select Option. Et il faut y penser aussi. Et je vous avoue que j'ai pas trop rigolé. C'était un peu l'appli. Voilà. Et donc, au final, mon petit bouton, quand on l'utilise dans le code, voilà, c'est ce que ça donne. Donc, j'ai bien mis un ARIA en face prest pour dire que, quand j'appuie sur une touche, il va bien avoir le fait que ça s'ouvre ou que ça se ferme.
Pareil en fait pour le côté expanded, pour dire que bah oui, là en effet, on a la liste qui est présente ou non. Et puis bah après, je suis mis à un rôle de drop-down button, et je suis même, voilà, c'est ce que ça a donné. Et franchement, j'étais trop fière. J'ai réussi à faire ça, c'est trop bien. Donc en fait, je vous ai fait une petite checklist des trucs auxquels il faut penser justement quand on se retrouve en fait à devoir implémenter un élément comme ça, tel que celui-ci, et que vous avez cette contrainte, il faut absolument que ce soit accessible par les claviers et compagnie. Et c'est déjà avoir un design concis, un bon contraste de couleurs. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Il faut qu'en termes de design, soit cohérent, tout ça. Après, toujours penser accessibilité souris, clavier. Le comportement dans le navigateur, savoir dans quelle position il se trouve, où est-ce qu'il est, pour savoir comment il doit interagir justement et s'ouvrir. Et puis tout ce qui est interaction, indicateur visuel, parce que oui, ça aussi, il faut rajouter la outline, il faut rajouter le focus, enfin voilà, c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc ouais, ça fait parfois beaucoup de CSS, mais il faut y penser. Et puis les arias, voilà, il faut les mettre, comme ça on a plus d'infos. Moi, la conclusion en fait que j'ai à vous donner là-dessus, franchement, c'était top. Enfin, moi, c'était un challenge technique. C'est vraiment trop rigolo. Par contre, voilà, moi, j'étais encore un peu junior sur le projet. Ça m'a pris 2 jours quand même à développer ce truc-là pour que ce soit vraiment tout beau avec tous les bons fonctionnements. Et j'ai envie de vous dire, en fonction du projet sur lequel vous êtes, s'il faut que ce soit un projet qui soit livré en 3 semaines parce que là, c'est un petit projet, ou si c'est vraiment un gros projet où le client il veut vraiment de la qualité. 2 jours, un dev full-time dessus, c'est pas anodin quand même dans un projet en fait. Donc voilà, c'est le truc que je voulais mettre en avant aussi, c'est que du full custom, c'est très bien. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup de privilégier du beau quand on voit le dev que ça va représenter en fait en termes de fonctionnalité et tout, plutôt que d'utiliser quelque chose de peut-être moins esthétiquement joli, mais qui fait tout aussi bien le travail. Et donc, vu que j'ai encore un tout petit peu de temps, je peux vous montrer ça avec quelques outils en fait pour faciliter nous notre travail en tant que dev au quotidien. Alors, je vous ai mis quelques librairies. Alors ça, c'est vraiment des pistes d'exploration parce que je les ai pas toutes testées. Moi, j'ai vraiment eu l'occasion de travailler qu'avec Chakra 8. Bon, voilà, en règle, je vous ai mis Chakra, Reach, React-Kit. En vue, il y a Headless et Vue Stencil qui ont l'air pas mal. Il y a pour Lion, pour les web components, s'il y en a certains qui en font. Et puis, pour Angular, il y a Carbon et Clarity. Donc voilà. Carbon et Clarity, je vous les ai mis plutôt sur Angular parce que la doc avait l'air plutôt riche dessus, mais pour le coup, ça, c'est des frameworks UI qui sont complètement agnostiques. Donc, en fait, vous pouvez très bien les utiliser aussi sur du Vue, sur du React, sur du Svelte. Voilà, c'est assez... ils sont pas sectaires. Et après, tester son code parce que ouais, c'est cool. Voilà, on va faire nos tests dans le navigateur, c'est bien. On peut aussi se faciliter la tâche. Donc, il y a Wave qui a une petite extension en fait que vous pouvez mettre sur Chrome ou Firefox qui va vous analyser votre page et puis qui va vous mettre des gros tags rouges ou verts pour vous dire ouh là, t'as pêché, là il te manque des trucs, ça va pas. Donc ça c'est quand même assez pratique. Il y a le Axe DevTools aussi, ils ont fait pareil, donc de Q, la Axcon, tout ça. Ils ont fait leur extension Chrome et ils ont même fait carrément un linter pour VS Code, donc ça c'est quand même super cool. Lighthouse, c'est vraiment le premier outil que je vous conseille. Voilà, si vous êtes sur Chrome, vous le testez, ça vous fait une analyse de tout votre site, ça vous dit à quel point vous êtes mauvais en accessibilité et tout le boulot que vous avez à faire, mais c'est quand même super chouette. Et puis en plus, ça vous donne des indications. Alors, contrast checker, en fait, sur WebAIM, c'est pour tester vos contrastes de couleurs, justement, sur un élément. Si vous avez peut-être un fond d'une couleur avec un texte d'une autre, ça vous permet justement de voir le ratio de couleurs et voir si c'est vraiment accessible ou pas. Ça peut être hyper pratique, justement, quand on a des doutes. Et puis, un linter pour vos IDE. Je crois qu'il n'y a pas mieux, en fait, que de vous mettre un petit linter en plus. Donc, je vous en ai mis quelques-uns. Donc, AccessClean, c'est pour GitHub. Ça vous fait en fait des gros warnings sur vos PR. En fait, ça vous dit en termes d'accessibilité, c'est pas bien. Donc ça peut être cool de pouvoir le mettre dans votre CI sur vos PR. Et puis voilà, après vous avez des plugins pour Vue, pour React et tout. Donc en fait le linter c'est bien parce que ça va vous râler dessus tant que ce sera pas accessible. Donc quand vous faites des trucs custom, ça peut être hyper pratique. Et puis Frago, je ne sais pas s'il y en a qui ont pu voir la conf en fait de mercredi. C'est un outil qui vous permet justement de faciliter votre audit quand vous faites l'audit justement pour voir si vous êtes accessible ou pas au niveau de la RGA. Et ça vous permet justement un peu d'automatiser tout ça et c'est quand même super pratique aussi. Et si on arrive à la conclusion, qu'est-ce qu'on va conclure de tout ça? Ali, en fait, vous vous rendez compte que l'accessibilité, c'est pas quelque chose d'ultra complexe et d'hyper velu. En fait, c'est vraiment juste respecter une bonne sémantique, avoir un design cohérent,
un CSS qui fonctionne bien et puis de rajouter en fait toutes ces informations. Après, voilà, aujourd'hui, c'est Ali pour les nuls que je vous ai présenté. Donc, c'était vraiment, c'est le premier pas en fait vers l'accessibilité pour rendre vos apps accessibles en termes techniques. Mais ça remplacera pas du tout les tests utilisateurs parce que vous aurez rien de mieux en fait que des vrais utilisateurs qui vont dire leur expérience et si ça marche ou pas. Et puis, voilà, j'ai pas du tout abordé les lecteurs d'écran vraiment, mais ça aussi, c'est vraiment quelque chose. C'est dans un second temps. Je pense que déjà, quand on est vraiment sur la partie purement technique de base, on arrive à faire des choses qui vont correspondre au moins aux besoins basiques, et c'est déjà pas mal. Et puis, en fait, vous l'avez compris, on va tous devenir vieux un jour. Donc, en fait, autant que ce soit accessible, parce qu'on sera content de pouvoir naviguer pépouze dessus après. Voilà, c'était tout. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Je reviens sur le cas d'usage du drop-down custom. Est-ce que tu as commencé par explorer un petit peu ce qui était disponible sur étagère pour ce genre de drop-down? Je pense notamment à Headless UI, que tu as listé après dans la catégorie vue, mais qui propose justement des composants qui n'ont pas de graphique, pas de partie design, mais par contre qui offrent tout ce qui est accessibilité, comportement clavier, qu'on peut intégrer en plug and play dans les projets. Ouais, alors j'ai regardé. En fait, c'est que quand moi on m'a dit ça, je suis allée voir en fait les libs qui existaient, ou en tout cas comment le code avait été déjà fait dans d'autres libs. J'ai lu du code source, ce genre de choses. Mais sur notre projet, on n'avait pas de lib. On était sur du Emotion, full custom avec un storybook. Donc on a vraiment tout fait à la main. Tout le design system était fait par nous. Et c'était non, en fait, tu vas le refaire. On va pas installer une lib juste pour un élément. Donc tu regardes ce qui existe sur le marché. Et puis, ça fait toujours un bon challenge technique. Donc, ouais, par contre, je me suis vraiment inspirée. Je suis allée revoir des codes sources et tout pour me dire, waouh, au fait, comment je vais faire. Et ça aide pas mal. Mais oui, maintenant, les libs, elles nous permettent justement de ne pas passer par la galère par laquelle je suis passée. Donc, c'est toujours bien. Merci. C'était très clair. Comment tu fais quand tu récupères une charte graphique où au niveau des couleurs pour les contrastes c'est pas top et au niveau des polices choisies c'est pas top non plus? Alors moi c'est déjà arrivé. Et je le dis gentiment en fait, mais souvent le designer me dit ouais mais bon moi on m'a donné ça, voilà quoi. Ok, d'accord. Alors en fait, c'est déjà arrivé sur certains projets que on voit et que on le passe justement dans le contrast shaker pour dire, vous avez vu là, en fait, on n'est pas bon en termes d'accessibilité. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y en a qui vous proposent une couleur très similaire, mais qui au final, elle est accessible. Et en fait, c'est ce qu'on a fait pour certains projets où on a dit, ce sera pas la couleur exacte, mais franchement, à l'œil nu, ça se voit. Il n'y a pas beaucoup de différence et c'est ce qui permettait en fait de rendre les sites accessibles. Mais oui, ça arrive souvent que les chartes graphiques des entreprises, elles soient pas accessibles, quoi. Bon, s'il n'y a plus de questions, j'ai envie de vous dire, allez-y, vous pouvez y aller. Merci beaucoup.